à Bruxelles entre les Européens qui essayaient de s'entendre pour savoir dans quelle manière et de quelle façon il fallait accueillir les migrants. Malgré le manque de sommeil, Emmanuel Macron était très satisfait ce matin. Écoutez. Juste un mot pour dire qu'après 9 heures en fait, ça me perturbe beaucoup. Il faut me remettre, de je veux travail, bien, s'il vous plaît, un accord a été trouvé. Et c'est pour la France une bonne nouvelle. C'est d'abord le fruit d'un travail conjoint et c'est la coopération européenne qui l'a emporté sur le choix d'un non-accord ou de décision nationale qui n'aurait été ni efficace ni durable. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que Emmanuel Macron, il y a quelques minutes, a donné une nouvelle conférence de presse au cours de laquelle il s'est montré très prudent en disant « cet accord ne réglant rien à lui seul la crise ». Alors, il y en a un autre qui est aussi assez content, c'est Giuseppe Conte, vous savez, c'est le nouveau Premier ministre italien. Eh bien, pour lui aussi, c'était un succès. Écoutez. Da questo Consiglio europeo esce un'Europa più responsabile e più solidale. L'Italia non è più sola. Alors, en général, quand tout le monde est content, tout le monde dit qu'il a gagné, ça veut dire que, ou il y en a un qui ment, ou il ne s'est rien passé. Quel est votre diagnostic, Hervé Nathan? Là, tout le monde ment et il ne s'est vraiment rien passé. C'est les deux, c'est fromage et dessert. C'est fromage et dessert. Ça, c'est un peu rapide pour dire ça, mais ce qui sort de ce Conseil européen, c'est que la seule chose qui n'a pas explosé, c'est l'Union européenne elle-même. Parce que pour tout le reste, sur tous les dossiers, c'est une terrible explosion. C'est-à-dire sur les questions de migrants, par exemple, c'est chacun pour soi. Par exemple, j'ai là les conclusions du Conseil européen, outre que c'est la langue de bois habituelle du Conseil européen, et donc il faut avoir l'estomac très solide pour digérer des choses pareilles. Grosso modo, la seule chose qui convient de dire, c'est que chaque pays va pouvoir faire ce qu'il veut. Par exemple, si on prend l'histoire des Dublinés, je vais essayer de rester juste sur la question, les Dublinés, c'est ceux qui campent dans les rues de Paris, on va dire, c'est ça. C'est ceux qui ont été refusés partout, qui n'ont pas de statut, qui n'auront pas accès au statut de réfugiés politiques et qui donc errent d'un pays à l'autre et on se les renvoie. Et en fait, on ne sait pas quoi faire. Eh bien, le point 11 dit que les pays vont devoir faire comme ils peuvent. Voilà. Et avec ça, ils sont contents. C'est cette question-là qui menace d'explosion le gouvernement allemand. C'est sur cette question-là que le ministre de l'Intérieur, Horst Seehofer, menace de quitter la coalition. A lancé un ultimatum. Donc on verra d'ailleurs dans les jours qui viennent, qui expire maintenant, et donc on saura peut-être ce qui se passe en Allemagne. Voilà, tout est comme ça. Donc effectivement, je comprends qu'ils disent que le président de la République dise ça ne règle rien à lui tout seul. Oui, ça ne règle rien du tout, même il n'y a pas d'accord en fait. Voilà, on peut se dire. Alors juste, il y en a un qui a raison, c'est l'italien, c'est Conte, parce que les discussions se sont faites autour des propositions italiennes. Ça, c'est remarquable, c'est-à-dire que celui qu'on avait mis au banc de l'Europe, en étant vraiment cynique, irresponsable, etc., et on n'a discuté que sur les propositions qu'il avait amenées dimanche dernier, personne n'avait fait attention, il a amené dimanche dernier le seul gouvernement qui est arrivé avec un papier, on dit, voilà, on va discuter de ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a bloqué, il a dit, moi je sors, hier soir, il a dit, je sors, on ne discutera de rien tant qu'on n'aura pas fini avec les migrants. Il a dit, c'est ça, donc il faisait exploser l'Union européenne, donc il rentre dans son pays, en tout cas politiquement vis-à-vis de Salvini, du ministre de l'Intérieur italien, il rentre politiquement renforcé. Voilà. Il est en train de se passer quelque chose d'intéressant en Europe, c'est que les peuples européens ont de plus en plus l'impression d'être entendus. Oui. Parce que les dirigeants européens sont de plus en plus impressionnés par un certain nombre de choix électoraux dont il s'impose de tenir compte. Et de fait, c'était important pour Giuseppe Conte, derrière lui évidemment de Matteo Salvini, de pouvoir dire quelque chose comme l'Italie n'est plus seule. Parce que l'aspiration de l'opinion italienne sur cet enjeu-là, c'est qu'effectivement il y a un problème migratoire, en Italie particulièrement, qu'ils avaient le sentiment d'être abandonnés, mais leur aspiration, leur conviction tout aussi forte, c'est que c'est à l'échelle européenne que ça doit être pris en main, cette affaire-là. Donc, pour lui, habiller cet accord des couleurs du succès consiste exactement à dire cela. L'Italie n'est plus seule. Alors, chers internautes, vous le savez, cette émission est la vôtre, donc vous réagissez sur Twitter, #Figaro Live, #Point de vue. Vous pouvez aussi répondre à la question, et vous avez d'ailleurs déjà commencé à le faire, la question que nous posons à nos invités. L'accord sur la politique migratoire de l'Union européenne pris cette nuit est-il une victoire pour l'Italie? Et vous êtes une franche majorité, 62%, à considérer que oui. Est-ce aussi votre avis, Judith Weintraub, sachant que si on entre un peu dans les détails, l'une des questions c'était qui va accueillir des migrants? Ce sera sur la base du volontariat, donc on n'imposera pas à l'Italie de les garder. Et puis, on veut mettre des centres de désembarquement.
qu'on ne veut pas appeler centre de tri, on comprend parce que le terme n'est pas beau, mais on sait déjà que là aussi, ce sera sur la base du volontariat et que l'Italie n'en aura pas parce qu'elle n'en veut pas de centre. Oui, donc, comme disait Hervé Nathan, effectivement, c'est quand même plutôt une victoire pour Salvini et pour la coalition d'extrémistes de droite et de gauche au pouvoir en Italie. Sachant que, par ailleurs, l'Italie, vous l'avez dit, refuse ces centres de contrôle. Je crois que c'est le nom pour ce qui concerne l'intérieur des frontières de l'Union européenne. Les plateformes de débarquement, c'est à l'extérieur. Ah oui, vous avez raison. Alors, donc, ces centres de contrôle, il a été dit et convenu que ni l'Italie, mais aussi ni la France n'en auraient sur leur territoire. Parce que nous non plus, on n'en veut plus. On donne beaucoup de leçons à l'Italie, mais on n'en veut pas non plus. Et par ailleurs, à l'extérieur, ces fameuses plateformes de débarquement qu'il est question de mettre en Tunisie, au Maroc, en Maghreb, en Afrique. La Tunisie et le Maroc ont dit pas question. Et en Afrique, il y a un seul pays qui les a acceptés, c'est le Niger. Ça pose des tas de problèmes. Ce ne sont pas des centres fermés, ce sont des centres à ciel ouvert. Le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés, auquel Emmanuel Macron a généreusement accordé le pouvoir de gérer ces plateformes, a dit « Vous êtes gentils, mais nous, on veut bien donner des conseils, mais on s'arrête là. » Le Tchad ne veut pas en entendre parler. Quand Emmanuel Macron disait « Il n'y a pas de crise des migrants », il n'y a plus qu'une crise politique. En fait, on est dans cette logique-là, nonobstant ces toutes récentes déclarations d'il y a quelques minutes. On est dans la logique d'une solution politique trouvée temporaire, puisqu'effectivement, on va voir ce que fait Horst Seehofer, le ministre allemand bavarois de l'Intérieur de l'Allemagne. On est dans une solution politique temporaire et pas du tout dans la solution du problème de fond. Alors, quelques réactions d'internautes. Johan qui nous dit « Quelle solution préconise le président sur le sujet ?» Point d'interrogation. Il dit toutes et son contraire. Effectivement, il annonce des solutions, mais comme elles sont basées sur le volontariat et que personne n'est volontaire, ça ne nous fait pas avancer très loin. Et Sherlin nous dit « C'est une victoire parce qu'il n'oblige aucun pays, cet accord. Il prône le volontariat. » Alexis Poulain, est-ce que vous partagez ce diagnostic assez négatif ou au moins réservé autour de la table en disant « Cet accord fait gagner du temps, mais il ne résout rien » ? Oui, c'est un théâtre de guignol, hein. C'est vraiment de la façade. Montrer que les Européens restent unis sur une question qui divise. Rien n'a été mis sur la table. La réalité, c'est que si on avait vraiment parlé et trouvé un accord commun, il y aurait eu le groupe de Visegrad qui aurait claqué la porte, il y aurait eu l'Italie qui aurait claqué la porte. Le groupe de Visegrad, ce sont les pays d'Europe de l'Est qui sont contre toute entrée d'immigrants. Absolument. Et quel échec politique pour l'Europe, parce que finalement, on va dire qu'on va sous-traiter, comme d'habitude. Alors, on donne déjà 3 milliards par an à la Turquie pour qu'elle ferme bien ses frontières face à la Grèce et à l'Europe de l'Est. Et là, on va dire, on va faire des centres de désembarquement sous l'égide de l'ONU et de l'Office international d'immigration. C'est-à-dire que l'Europe arrête complètement de s'occuper de ce problème clé qu'est la migration, qui est l'alpha et l'oméga de la suite de la construction européenne ou pas. Vraiment. Schengen, on n'en a pas parlé, mais les frontières de Schengen, il va falloir en parler. On n'est pas capable de sécuriser la frontière extérieure de l'Europe. On n'est pas capable maintenant de garantir un espace Schengen sûr pour tous. Donc, Frontex. On va donner 10 000 douaniers de plus pour le prochain exercice budgétaire, peut-être un peu plus de bateaux, etc. L'accueil aujourd'hui des réfugiés qui sont dans les pays, rien n'est réglé. C'est-à-dire de dire, c'est le bon vouloir, quand on voit le temps que ça prend en France pour faire des centres d'accueil, pour traiter la paperasse, de dire mais ont-ils droit ou pas à l'asile, quels sont le statut de ces réfugiés. Enfin, c'est un fiasco total ce sommet, on va pas se leurrer. Emmanuel Rivière, peut-être que rien n'est réglé parce que la seule façon, entre guillemets, de régler le problème, c'est de faire éclater l'Europe, puisque, compte tenu de l'importance des désaccords entre les pays, non ? Si le problème, c'est celui qu'on évoque, c'est la migration, le problème de base, c'est que des gens veulent quitter leur pays et pour aller dans des destinations, ils ne sont pas considérés comme les bienvenus. Mais effectivement, moi, j'aurais plutôt tendance, pour revenir à votre question, à essayer d'oser une once d'optimisme par rapport à tout ça. On a quand même fait un petit progrès par rapport à la semaine dernière où, comme le disait Judith, on était dans les rodomontades et où les uns donnaient des leçons aux autres, ce qui était à peu près la pire manière d'aborder le problème. Et quand en 2015, c'est cette cacophonie-là qui a présidé à une crise dont le caractère était plus aigu parce qu'il était provoqué par une guerre avec des flux massifs venant directement de Syrie, c'est ce que les Européens ont constaté. D'ailleurs, dans tous les pays, y compris les pays où on est plus hostile à l'accueil des réfugiés, puisque en l'occurrence il s'agissait essentiellement de réfugiés, c'est comment sont-ils capables de ne pas se mettre d'accord et du coup, qu'est-ce que c'est que l'Europe ? Et effectivement, c'est ça le danger.
Cette question des migrants pose la question de ce que c'est aujourd'hui que l'Europe. Elle fait découvrir aux pays occidentaux qui avaient un peu encore cette illusion que forcément ces pays qui nous ont rejoints depuis 2004 devaient s'inspirer très fortement de nos modèles, etc. Que non, il peut y avoir une autre voie, celle des pays de Visegrad, qui s'en sortent pas mal, effectivement, parce qu'eux, ils ont obtenu le volontariat. Donc tout le monde revient chez soi. Enfin, c'est la ligne de Visegrad qui a gagné, c'est Viktor Orban qui a gagné sur cet accord-là, et Salvini. Ouais. Donc l'Europe a vraiment changé d'air. On est rentré dans un moment populiste sur la libre aussi circulation des personnes. Tout est remis en cause. Enfin, on ne peut pas avoir, nous, enfants gâtés, le droit avec un visa de se balader dans le monde entier, et puis dire à des jeunes, parce que le problème de l'Afrique, c'est des jeunes qui n'ont pas de travail, qui viennent chercher, donc, parlons de la migration économique plus que de la migration d'issue des conflits, ces jeunes-là viennent dans des pays attractifs. La France, elle est attractive pour les investisseurs, et bien elle est attractive aussi pour les travailleurs du monde entier. On a un grave problème par rapport à cette organisation-là du monde. Mais c'est pas un problème. Pour vous, c'est pas un problème, puisque visiblement... Pour nous, on est gâtés, on a des bons visas, on est du bon côté de la barrière. Vu ce que vous dites, vous considérez qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre les motifs qui font que les étrangers viennent chez vous. Mais aujourd'hui, on a une logique qui rend les gens fous. C'est-à-dire, ces jeunes en Afrique, ils ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent pas se balader. Et on est attendez. Attendez. Ils ne se baladent pas, en l'occurrence. Justement. Pour la clarté du débat, est-ce qu'il faut, oui ou non, distinguer les motifs humanitaires des motifs économiques? Il faut bien sûr savoir pourquoi on vient ici. Alors, sur le risque de fracture en Europe, la fracture, et vous disiez tout à l'heure, les peuples ont l'impression d'être entendus pour la première fois. Ça vaut aussi peut-être pour le peuple français. Quand on regarde les études qu'on a faites, y compris nous d'ailleurs, sur leurs sentiments vis-à-vis des migrants, vis-à-vis de l'immigration en général et vis-à-vis de l'islam, on se rend compte qu'il n'y a pas du tout une opinion en France qui dise il faut les accueillir à bras ouverts, tous et quel que soit... Mais de manière constante depuis plusieurs années d'ailleurs, oui. C'est pas spécialement en crise ça. Ça a quand même augmenté. Hein. Il y a une étude de l'Institut Montaigne qui montrait quand même... une augmentation du rejet des phénomènes de migration. Alors, le fossé, peut-être qu'il se creuse moins entre certains dirigeants européens, je pense notamment à Angela Merkel, qui continue, elle, seule d'ailleurs, à tenir un discours essentiellement, exclusivement fondé sur les valeurs de l'Europe, et puis le reste des dirigeants, Emmanuel Macron compris, qui tout en prononçant des paroles généreuses est parfaitement conscient des sentiments dominants qui traversent l'opinion française. Peut-être d'ailleurs le petit rectificatif de fin de journée. À mon avis. un peu moins triomphaliste. Vous parliez effectivement de l'opinion française, Judith Ventrobe, dans un sondage Odoxa Dentsu Consulting pour Le Figaro publié ce matin. Les Français font aussi part de leurs hésitations, voire de leurs doutes profonds concernant les capacités de l'Europe à régler cette crise migratoire, puisque à la question « Faites-vous confiance à l'Europe sur ce dossier ?», c'est non à 73%. Hervé Nathan, qu'est-ce que c'est les prochains épisodes de cette crise? C'est la prochaine fois qu'un bateau arrive au large de l'Italie, que les Italiens disent « on n'en veut pas », Malte non plus. Et... Oui, apparemment sur les navires... Alors, moi, je pense qu'il y a une espèce d'effet d'optique qui déforme le réel à partir de l'affaire de l'Aquarius. Il y a un navire, effectivement avec beaucoup de monde à bord, enfin c'est plusieurs centaines de personnes. Ça fait beaucoup d'images, ça fait beaucoup d'émotions, c'est un problème politique. Le gouvernement italien s'en empare dans les conditions qu'on sait, et donc tout d'un coup ça devient un fait politique majeur. Il se trouve que d'une certaine manière, la crise migratoire, elle est un peu moins, c'est vrai que ça a baissé, les chiffres baissent sur la pression migratoire de gens qui arrivent, enfin pour ceux qui arrivent en Libye et qui arrivent et qui essaient de passer par la mer, donc il y a beaucoup moins de monde, hein. Ça baisse de 50% chaque année. En revanche... Et ça ne baisse pas en France. Attendez, hein? Non, mais ça vient après. Ça ne baisse pas en France. Voilà, mais en France, en Allemagne, ailleurs, le problème, c'est que la crise migratoire, elle dure toujours parce que nous avons toujours plusieurs centaines, au moins 600 000 personnes qui sont en situation irrégulière, dont certains sont dans des conditions de détresse, d'accueil, etc. C'est pas une question d'accueil. Enfin, il n'y a pas qu'une question d'accueil. Il y a effectivement, oui, il y a le traitement administratif pour ces personnes, pour une bonne part de ces personnes, il est clair, c'est qu'elles ne pourront pas rester. Et un des enjeux sur lesquels, à mon avis, là, il y a un retournement de l'opinion, c'est que jusqu'à présent, il y avait une partie de l'opinion publique française qui était encore perméable à l'idée que, bon, c'est vrai qu'il y avait des réfugiés politiques, humanitaires, et puis qu'il y avait des migrants économiques, enfin des gens, oui, des travailleurs économiques. Dans le temps, on appelait ça les travailleurs immigrés, c'était plus clair, les travailleurs immigrés, et qu'il n'y avait pas forcément à faire trop de différences. Et là, c'est absolument terminé.
C'est-à-dire que dans l'opinion publique, à mon avis, cette bataille, qui était une bataille qui était portée par des forces d'extrême gauche, etc., et des organisations humanitaires comme la CIMAD, qui se battent toujours, ils ont des convictions, ils ont quand même le droit de les défendre, mais pour le moment, elle est vraiment perdue. Parce qu'on a le délit d'aide aussi, oui, avec qui a été mis en place. Donc vous avez la personne comme Cédric Herrou. Il y a un vrai recul de cette partie-là de l'opinion juive. En tout cas, on peut le constater comme ça. On est d'accord. Elle est beaucoup plus minoritaire qu'elle ne l'a jamais été. Le dernier mot, parce qu'on a plein d'autres sujets à voir encore, restera aux internautes, à Jean-Charles qui nous dit cet accord n'est que de la poudre aux yeux, à Georges qui nous dit pourquoi ne pas aider les migrants sur place plutôt que de faire des camps d'accueil en Europe ou alentour, parce que les migrants, en l'occurrence, il est trop tard pour les aider, entre guillemets, quand ils arrivent aux frontières des pays limitrophes de la Méditerranée. Le même Johan nous pose une dernière question, je ne sais pas si quelqu'un a la réponse. Concrètement, que va-t-il se passer? Combien de migrants allons-nous encore accueillir? C'est une question ce pour silence, le futur. La question, on sait que... C'est pour ça que quand j'entends des chercheurs ou le président de la République dire la crise des migrants est terminée, c'est devenu un problème politique, on regarde, on dit mais est-ce qu'il a regardé un peu, est-ce qu'il a levé la tête? Alors pour le coup, est-ce qu'il a levé la tête? Est-ce qu'il a regardé ce qui se passe et les perspectives du continent qui est de l'autre côté de la Méditerranée, dont tout le monde dit qu'ils sont à peu près 1,2 milliard habitants actuellement et qui seront en 2050 2,5 milliards et peut-être davantage. Après, c'est difficile de faire des projections parce que la démographie, ça change. Il y a 1 million de personnes en Libye qui attendent le passage en Europe. 1 million de personnes qui attendent de passer. Je me permets de vous interrompre car nous avons d'autres sujets qu'on aimerait bien traiter aussi ce soir, et à commencer par celui de la grève de la SNCF. Alors, officiellement, le mouvement est terminé.